c'est que la holding, vous en avez tous et toutes entendu parler. Derrière ce mot-là, il y a plusieurs choses. Donc, on va déjà faire le contour de qu'est-ce qu'une holding. On verra ensuite quels sont les avantages fiscaux à utiliser la holding, puisque c'est un élément très important finalement de cette société. On traitera également des avantages financiers et juridiques que cela représente. Et puis, on parlera entre guillemets de la mise en pratique. Qui dit holding dit groupe de société, comment je vais pouvoir constituer mon groupe de société, quels sont les moyens de m'organiser juridiquement par rapport à ça. Donc, première partie, la holding, qu'est-ce qu'une holding? Puisque derrière ces deux mots, ce mot-là, on a plusieurs choses. Alors, avant tout, la première précision, c'est que la holding doit regrouper des participations de différentes sociétés. C'est-à-dire que la holding n'est pas une société dans laquelle on va avoir son activité ou son patrimoine et qui va rester une société en vase clos. La holding, c'est une société qui va détenir des titres d'autres sociétés pour organiser son patrimoine et sa fiscalité. Ça, c'est le premier élément majeur. Vous n'aurez pas, si vous n'avez qu'une holding dans votre patrimoine, c'est qu'il y a un souci. Vous devez avoir plusieurs sociétés. Comment sont organisées les holdings? Alors, on a comme type de structure juridique des sociétés civiles. Les sociétés civiles, on va les trouver plutôt dans le cadre d'une gestion patrimoniale de son patrimoine, effectivement. Donc, la holding sera une société civile. On a également des sociétés commerciales type SAS, SARL. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir, au-delà de la gestion des activités patrimoniales, également aussi gérer des activités professionnelles via cette société-là. Et donc, du coup, on aura ce type de structure qu'on va pouvoir créer. Le choix SARL, SAS, pour faire simple, il va être surtout dicté par des questions de régime social à l'arrière du dirigeant et d'une gestion aussi des revenus qui peuvent être générés par cette holding, puisque c'est le but d'utiliser la trésorerie commune. Ça n'interdit pas, bien sûr, de pouvoir, pour le dirigeant, se ressortir des revenus issus de cette holding et donc, du coup, qui ont une fiscalité, éventuellement des charges sociales différentes suivant le type de structure qu'on va créer. Toujours dans la fiscalité, finalement, quelle va être la fiscalité de cette holding? Les holdings sont généralement soumises à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour optimiser la fiscalité. Le but étant, par ce biais-là, de limiter l'imposition personnelle. Donc, si on veut limiter l'imposition personnelle des associés, forcément, on est sur un régime impôt sur les sociétés avec une holding qui aura sa propre fiscalité et qui évite à l'associé d'avoir une fiscalité tant qu'il ne récupère pas de l'argent de cette société. Outre l'impôt sur les sociétés, une holding peut être également soumise à TVA. Alors, j'ai indiqué parce qu'on dit qu'elle est animatrice. Pourquoi? Parce que elle a à un moment donné la possibilité aussi d'avoir, pourquoi pas des salariés, d'avoir du matériel, des moyens mis en commun. Et ces moyens mis en commun, généralement, sont mis à disposition des sociétés qui sont détenues par la holding et donc avec un principe de prestation de services qui sont facturés et qui dit prestation de services dit activité commerciale et donc avec du coup une TVA qui est appliquée sur ces prestations-là. C'est pour ça que les holdings peuvent également être soumises à la TVA. C'est ce que j'indique au niveau des activités de la société. On aura une dualité finalement possible d'activités dans la société. Première activité qui est la détention pure et simple de titres de société. S'il y a que ça, c'est ce qu'on appelle une holding passive, que ce soit des titres de société commerciale ou des titres de société civile. C'est là où je disais tout à l'heure que finalement on peut allier le patrimonial et le professionnel. Vous avez une holding qui peut détenir autant une SARL d'exploitation, si vous avez une activité de restauration de bâtiments, qu'importe, et elle peut tout à fait détenir aussi un moyen des parts de SCI, parce que vous allez faire un investissement patrimonial, et c'est tout l'intérêt effectivement de cette holding-là. En plus de cela, vous pouvez aussi, quand vous avez par exemple plusieurs sociétés, généralement on le voit quand on a plusieurs sociétés d'exploitation, et qu'à un moment on a des frais communs sur du personnel qui s'occupe de la gestion administrative des activités, on peut avoir du matériel mis en commun, et donc pour une question de fonctionnement pratique et pour que ça soit plus simple, on va mettre les moyens communs dans cette holding et avec une refacturation par intérieur de prestations à chacune des entités qui utilisent ces moyens-là. Donc là, on est sur ce qu'on appelle des holdings actives
avec alors animatrice, mais c'est un terme qui renvoie aussi à l'aspect IFI ou anciennement ISF quand on parlait de holding animatrice. Un point que j'évoque là, qui n'est pas de la fiscalité, mais qui est un aspect social, justement sur le fait à Moé d'avoir des salariés dans une société holding, il y a quelque chose qui peut être très intéressant si par exemple vous vous retrouvez dans cette société avec le dirigeant et son épouse ou sa concubine qui est salariée, et avec que ces deux personnes-là dans la société qui vont gérer les filiales en dessous, avec la possibilité du coup de mettre en place pour le dirigeant et sa concubine ou sa femme, ou inversement, des systèmes de plan d'épargne d'entreprise ou de PERCO, qui sont très intéressants pour se constituer une retraite ou un revenu complémentaire avec pas de charge sociale ou très peu, et en plus une fiscalité privilégiée, puisque la condition de ces régimes, c'est qu'il faut que la société emploie au minimum une personne. Donc voilà, donc on a aussi un intérêt social de la holding par rapport à ça, qui peut être de se constituer pour le dirigeant et sa compagne, et inversement, une épargne, une retraite future à moindre frais. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte là-dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, qui dit holding dit groupe de sociétés. Donc le principe de la holding, c'est qu'elle va chapeauter différentes sociétés. C'est pour ça que généralement, on en a à l'arrière au minimum 3, on verra pourquoi. On verra aussi qu'il peut y avoir des schémas avec une holding et une société en dessous, et on verra dans quel cas ça s'applique. Et pour que ça soit le plus efficient et le plus efficace possible, la holding détient généralement l'intégralité des titres de ces sociétés filles ou une quantité très très importante du coup, pour optimiser la fiscalité. Donc voilà comment va s'organiser la holding en termes de structure juridique, en termes d'activité et en termes de régime fiscal. Alors on peut peut-être faire un premier point s'il y a des... A priori, pas de questions pour le moment. Bon, ouais. Pour l'instant, pas de questions. Voilà, n'hésitez pas et puis on peut y revenir par la suite de toute manière. Alors, on va parler maintenant des avantages fiscaux liés à la holding et qui finalement est un des éléments forts et un argument très important par rapport à ça. On va parler de trois régimes, trois outils, ce qu'on appelle le régime mère-fille. On a l'intégration fiscale et on va traiter aussi de la fiscalité qui concerne les plus-values de la cession de titres. Ma holding va vendre les parts de la société qu'elle détient et on verra la fiscalité qui est attachée à ça. Tout d'abord, on va parler du régime mère-fille. Première condition sur ce régime, c'est que la société holding doit détenir au moins 5% du capital social de sa filiale pour pouvoir du coup bénéficier de ce régime, et les deux sociétés doivent avoir une fiscalité impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que va nous permettre ce régime? Tout simplement, entre guillemets, et ce qui est pas la moindre des choses, c'est que la société fille qui va distribuer des dividendes à sa holding va, dans cette remontée de dividendes, permettre une fiscalité très réduite, puisque la holding, qui, dans l'exemple que je vous donne, va percevoir 10 000 € de sa filiale en termes de dividendes, va avoir une fiscalité qui va être basée déjà sur 5% de ce dividende, ce qui veut dire que sur 10 000 € remontés, on a une base de fiscalité qui est de 500 €. Et donc, la société holding va payer son propre impôt sur cette remontée de dividendes, avec généralement, du coup, un niveau de résultat assez bas qui nous permet d'optimiser avec l'impôt sur les sociétés à 15%. Et donc, du coup, la holding va se retrouver pour 10 000 € remontés avec 75 € de fiscalité à payer seulement. Si vous comparez aujourd'hui avec une distribution de dividendes que vous faites de votre société d'exploitation en direct et qui va être soumise éventuellement, alors au maximum, c'est le prélèvement forfaitaire unique aujourd'hui qui est de 30%. Donc, vous prenez 10 000 € à titre personnel, ça vous coûte aujourd'hui de toute manière 3 000 € en termes de fiscalité personnelle. Et c'est là l'intérêt de la holding, c'est-à-dire que si vous êtes dans un schéma où j'ai ma société d'exploitation qui a de la trésorerie, cette trésorerie, je me dis, elle ne me sert pas dans ma société d'exploitation, je n'ai pas forcément besoin de réinvestir dessus, mais je veux avoir d'autres projets, des investissements personnels, acquérir une deuxième société, et je me retrouve bloqué parce que je sais que si je sors cet argent de ma société, ça va me coûter 30% de fiscalité.
Surtout que je ne vais pas prendre cet argent pour le consommer moi-même. Ce n'est pas fait pour mon train de vie. C'est fait pour réinvestir du coup sur un autre projet. Donc, la holding vous permet, par ce biais-là, de récupérer de la trésorerie de votre société d'exploitation avec un coût fiscal très faible pour pouvoir finalement le réinvestir dans un autre projet. Alors que si vous le prenez à titre personnel, vous avez la case fiscalité obligatoirement et vous avez en plus, si jamais votre société d'exploitation est par exemple une SARL aujourd'hui, la case charge sociale qui se calcule aussi sur les dividendes. Donc vous avez finalement un coût très important pour de l'argent que vous n'utilisez pas à titre personnel qui est voué à être réinvesti sur un projet. Ça, c'est l'élément et l'argument principal de la holding, c'est de dire j'ai des excédents de trésorerie à un moment donné, j'ai des projets personnels ou professionnels et donc du coup, je vais utiliser cette trésorerie, de manière tout à fait légale bien sûr, à moindre frais et réinvestir du coup dans une autre société. Voilà, sans forcément avoir besoin de faire appel au banquier et sans y laisser trop de plumes au niveau de la fiscalité et des charges sociales. Donc ça, c'est le premier élément très important par rapport à la holding. Et je rajoute une précision qui était même un préambule. Effectivement, la holding suppose que votre but, ça soit d'utiliser de la trésorerie d'une société pour réinvestir dans un autre projet. Si vous avez des excédents de trésorerie et que le but, c'est de les appréhender à titre personnel pour pouvoir profiter, faire des voyages, n'importe, la holding ne va pas forcément être intéressante parce que de toute manière, ça veut dire que l'argent, une fois remonté dans la holding, vous allez l'appréhender à titre personnel pour vos besoins personnels. Donc là, on n'aura pas économisé de fiscalité. Donc j'ai vraiment une optique d'investissement, de réinvestissement de ma trésorerie dans d'autres projets. Donc après le régime mère-fille, on a le régime de l'intégration fiscale. Alors ce régime de l'intégration fiscale, là on va le trouver beaucoup plus dans des groupes de sociétés qui ont plusieurs sociétés d'exploitation. Et potentiellement, quand on va racheter une société dont on sait qu'il y a besoin de la remettre sur de bons rails, par exemple, parce qu'elle a des pertes et qu'on va avoir des années, et les premières années où on va reconstituer cette société, qu'on risque d'avoir encore des déficits. Et ce régime mère-fille, qui impose que la société mère détienne au minimum 95% de sa filiale, va permettre de mutualiser les résultats au niveau du groupe. Et donc, j'ai une filiale A qui a un bénéfice de 100 000 euros et j'ai ma filiale B qui, elle, par contre, fait des pertes de 20 000 euros. Si je n'ai pas ce régime-là, je paye mon impôt sur 100 dans ma filiale A et ma filiale B, elle se retrouve avec un déficit reportable. Je mets en place une intégration fiscale. Je vais du coup prendre les résultats de mes deux entités. Et donc, j'ai 100 d'un côté, j'ai moins 20 de l'autre. Je vais du coup calculer un impôt global sur 80. Et donc, du coup, j'ai une économie d'impôt immédiate puisque j'utilise immédiatement les déficits de ma société qui est en perte pour du coup économiser de l'impôt de manière globale au niveau de mon groupe et pas attendre que cette société B refasse des bénéfices pour utiliser ce qu'elle a eu. Voilà. Sachant que sur cette partie-là, on a également dans le régime d'intégration fiscale les avantages liés aux remontées de dividendes entre sociétés, puisque là, les dividendes, je vous disais tout à l'heure, le premier régime mère-fille, on a une fiscalité qui est calculée du coup sur les 5% du bénéfice qu'on remonte. Là, dans le cas d'intégration fiscale, la fiscalité du dividende est calculée sur 1% du dividende qu'on remonte. Donc, ce régime d'intégration fiscale permet de garder l'avantage de remonter des dividendes avec une fiscalité très diminuée entre la fille et la mère et permet également du coup de profiter d'économies, ce qu'on va appeler d'économies d'échelle ou d'économies au niveau du groupe, puisque je vais avoir une société qui a des déficits et donc du coup je vais pouvoir utiliser ces déficits pour économiser de l'impôt. À savoir que c'est un régime qui n'est pas définitif, donc vous pouvez, et ce qui est quand même le but, parce qu'effectivement on n'achète pas une société pour qu'elle fasse des pertes ad vitam aeternam, puisqu'à un moment donné on a quand même un gros souci,
mais on peut mettre en place ce régime-là au démarrage du rachat, le temps que la société redevienne bénéficiaire, et arrêter ce régime, du coup, parce que c'est des options qui se renouvellent, donc on n'est pas forcément engagé dans un avenir lointain, sur du long terme, par ce régime. Toujours sur la fiscalité maintenant. Comment finalement vont être traitées, quelle va être la fiscalité sur les plus-values liées à une cession de titres de société? Là, c'est pareil, on a une fiscalité avantageuse, à savoir que je détiens mes titres depuis au moins 2 ans, donc il faut quand même attendre avant de revendre une société. Et donc là, sur la plus-value que je vais générer, je vais uniquement payer de la fiscalité sur 12% de la plus-value que je génère. Ce qui permet d'avoir une fiscalité très restreinte au niveau de ça. Bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, on reste sur une société à l'impôt sur les sociétés. Donc forcément, c'est la holding qui bénéficie du prix de vente et du produit de cession des titres. Donc, si le dirigeant souhaite prendre l'argent, il y aura du coup de la fiscalité personnelle à payer. Mais par contre, on peut comme ça revendre une société avec une fiscalité limitée et réinjecter du coup la société, enfin l'argent, pardon, dans le rachat d'une autre entreprise ou réinvestir l'argent du coup en mettant la trésorerie finalement dans une société existante pour l'aider à faire des investissements ou autre. Voilà. Donc ça, c'est un élément effectivement très important. On peut du coup à un moment avoir une gestion prospective finalement des titres de participation qu'on a. Et si j'ai une société qui, dans un premier temps, n'est pas détenue par ma holding que je détiens à titre personnel, parce que je n'ai pas encore créé de holding, je n'ai que cette société d'exploitation, et j'envisage sur du moyen terme, même long terme, de revendre ma société, ben à ce moment-là, je peux anticiper la fiscalité parce que je sais que derrière cette revente, je vais avoir d'autres projets d'investissement. Je vais à ce moment-là créer ma société holding en amont. Je vais faire ce qu'on appelle un apport de titres à ma société holding avec une fiscalité, on va le voir un peu plus tard, qui finalement est décalée. Et donc, du coup, ça va me permettre, le jour où je vendrai ma société, de pouvoir bénéficier de cette fiscalité avantageuse. Le bémol que j'indique, c'est que, attention, effectivement, vous ne pouvez pas faire cette opération du jour au lendemain. C'est pour ça que je parle bien de gestion prospective là-dessus. Vous achetez, vous faites l'apport de titres, pardon, et dans le mois qui suit, vous revendez les titres. On n'aura pas ces mêmes avantages. Donc, voilà. Il y a des mesures, on va dire, anti-abus qui ont été mises en place par l'administration fiscale. Donc, l'important est d'anticiper au maximum cette opération-là. À partir du moment où vous avez dans l'idée et dans la perspective de vendre la société et que vous avez déjà le délai en tête, on peut anticiper en montant la holding, en faisant apporter les titres et de manière à préparer au mieux la revente de la société pour limiter la fiscalité et que vous puissiez réinvestir sur d'autres projets. Je rachète une société, j'investis dans l'immobilier, qu'importe, mais au moins vous limiterez la fiscalité que vous aurez à payer. Toujours pareil, je n'appréhende pas la trésorerie, je suis sur un réinvestissement. Mais c'est un élément intéressant aussi au niveau de la holding. Donc c'est bien effectivement en synthèse ce que j'ai indiqué sur l'intérêt de la holding, c'est de favoriser l'investissement, le réinvestissement là-dessus, puisqu'on a vu que ça permet de remonter des dividendes. Autre élément aussi, puisqu'on a parlé que des dividendes, mais vous pouvez tout à fait mettre en place avec une société qui a des excédents de trésorerie, ce qu'on appelle les conventions de trésorerie, avec de l'argent qui est remonté à la holding, qui ne sont pas forcément des dividendes, et que la holding va prêter à une autre de ces sociétés. C'est tout à fait possible. On met en place ce qu'on appelle les conventions de trésorerie. La société fille qui prête de l'argent à sa société mère va finalement se voir rétrocéder un intérêt financier par rapport à des intérêts en vigueur. Et ça permet aussi d'utiliser la trésorerie plutôt sur des opérations court terme pour aider une société qui en a besoin. Donc, on n'a pas forcément que des dividendes. Mais cet aspect dividende est très important pour remonter puisque ça vous évite les frottements en termes de fiscalité
et de charges sociales, puisqu'on le disait tout à l'heure, je prends des dividendes à titre personnel, je risque d'avoir les prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu, ce qui est du coup effectivement très pénalisant éventuellement pour faire un projet par la suite. Voilà pour ce qui est de l'aspect fiscal de la holding. Donc là, du coup, on va peut-être faire un point sur les questions. Oui, il y avait le cas, donc Jordan, dans le cas inverse, quelle est la meilleure solution du cash de la holding vers la fille? Alors, du cash de la holding vers la fille, finalement, le meilleur moyen, je reprends l'histoire du prêt ou de la trésorerie que je prête de la fille vers la mère, c'est la même chose. Vous pouvez aussi, dans une holding, vous avez par exemple du cash à titre personnel, vous allez le mettre dans la holding, ce qui vous crée ce qu'on appelle les comptes courants d'associés. Donc, et du coup, cette trésorerie, la holding va la prêter à sa fille. Et là, pour le coup, c'est sa fille qui lui versera un intérêt par rapport à cet argent prêté. Donc, c'est tout à fait légal. Et comme ça, vous utilisez la trésorerie qui est dans la holding. C'est le principe aussi je vends des titres de ma société. Du coup, je me retrouve avec de la trésorerie disponible dans la holding et je le réinvestis, soit en achat ou soit en apport de trésorerie à une autre société déjà existante. Donc, c'est un moyen qui peut être intéressant parce que vous pouvez avoir un effet de levier. Je reviens sur ce que j'ai dit sur le fait d'apporter de l'argent à la holding. Dans un projet, finalement, ça peut vous permettre dans cette société holding de vous constituer ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Donc, la société holding a une dette envers vous. Et puis, du coup, les investissements que vous avez faits vous rapportent de l'argent. Vous remontez cet argent par dividende dans la holding avec fiscalité moindre et vous récupérez, du coup, dans un premier temps, votre compte courant d'associé sans fiscalité, sans charge sociale. Et ce n'est qu'au moment où vous aurez épuisé finalement ce compte courant-là et cet apport initial que là, après, vous rentrerez dans une fiscalité personnelle. Donc, on a aussi une optimisation à ce niveau-là. Alors, l'apport de titres à la holding est-il fiscalisé? Alors, du coup, je vais répondre à une question que j'évoque aussi dans le support après. C'est justement pour ça aujourd'hui que l'apport peut être intéressant puisqu'on a des mécanismes de report d'imposition qui fait que cet apport n'est pas forcément fiscalisé. Il n'est généralement pas fiscalisé puisqu'il ne génère pas de mouvement de trésorerie. On a un transfert finalement de titres et donc on évite la fiscalité, on déplace la fiscalité finalement à la revente ultérieure des parts de la société. Alors ensuite, pour l'entrepreneur qui démarre dans l'entrepreneuriat, donc création ou reprise, vaut-il mieux créer une holding puis créer ensuite la société d'exploitation ou créer la société d'exploitation puis la holding? Alors, tout dépend comment le schéma de reprise va se faire. Si vous reprenez, par exemple, une activité, ce qu'on appelle généralement un fonds de commerce, donc je vais racheter la clientèle de la société, je vais racheter du matériel. Là, finalement, je vais créer la société qui rachète cette clientèle et ce matériel. Je n'ai pas forcément besoin d'une holding pour ça. On va voir après que vous, par contre, vous rachetez les titres d'une société. Là, il peut y avoir un intérêt à ce que les titres soient rachetés par la holding. Donc, vous créez la holding qui, elle, va ensuite racheter la société. Alors ensuite, on a Cédric. Peut-on conclure une convention de trésorerie avec une société à l'IR, type SCI? Alors, convention de trésorerie avec une société IR, on peut. L'intérêt, du coup, c'est pas forcément utile. Pourquoi? Parce que si la holding détient une société qui a un régime fiscal impôt sur les revenus, c'est le principe d'avoir une société translucide. Tous les revenus, tous les résultats de cette SCI LIR remontent dans la holding, puisqu'elle ne paye pas de fiscalité propre. Et donc, toute la trésorerie détenue par la société IR, finalement, appartient aussi à la société holding. Donc, on n'a pas forcément, là, dans ce sens-là, de mise en place de convention de trésorerie, puisque indirectement, la holding est propriétaire de la trésorerie de cette SCI, puisqu'on est sur une fiscalité impôt sur les revenus. On serait sur une SCI à l'IS. Par contre, là, on revient sur des notions de convention de trésorerie, puisque j'ai une société qui a une fiscalité propre, qui paye sa fiscalité sur les revenus qu'elle a, et donc, mis à part les dividendes que la holding peut appréhender, si elle apprend de la trésorerie,
ce n'est pas du revenu pour elle et on rentre là dans des conventions de gestion de trésorerie. C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, après avoir vu du coup ces avantages au niveau financier, on va parler fiscaux, pardon. On va parler du coup des avantages financiers et juridiques que va vous apporter la holding. Premier avantage financier et juridique, cet avantage financier, c'est le fait que la holding est un outil de financement. Alors, c'est ce que du coup on a un peu évoqué juste avant. C'est le principe d'avoir à racheter une société et donc d'utiliser une holding pour racheter les parts d'une société existante. Pourquoi? Parce que l'emprunt pour le rachat des parts va être souscrit par la holding. Donc, je n'impacte pas mon taux d'endettement personnel, c'est une structure à part qui achète les titres. Et donc, comment va être financé cet emprunt? Il est financé par les dividendes que va lui remonter la société fille qu'elle va acheter. Avec, on l'a vu sur ce régime mère-fille, une fiscalité très limitée sur les dividendes. Il faut bien entendu, mais je préfère le rappeler, vérifier dans votre montage et quand vous rachetez une société, effectivement, n'hésitez pas à vous entourer d'un expert comptable si vous n'en avez pas déjà un, puisque justement le but de l'opération quand on étudie la société cible, c'est de bien s'assurer que cette société cible va être en mesure de dégager suffisamment de résultats pour pouvoir couvrir l'emprunt lié au rachat des parts et que du coup la holding ne soit pas en insuffisance de trésorerie, parce que ça veut dire que c'est à vous après, en tant qu'associé, d'amener de l'argent dans la holding pour qu'elle puisse payer l'emprunt, ce qui n'est pas le but. Donc on se sert de la holding dans ce cas-là pour racheter une société. Comme vous n'avez pas souscrit l'emprunt à titre personnel, outre la question de l'endettement, vous n'avez pas du coup à utiliser de l'argent personnel ou à récupérer des revenus en plus pour payer cet emprunt. Parce que sinon, ça vous oblige à avoir de la fiscalité, des charges sociales pour finalement de la trésorerie qui va servir à payer l'emprunt. Donc on évite d'avoir à souscrire un emprunt à titre personnel et d'augmenter sa fiscalité. On passe par la société holding. Je crée ma société holding, c'est elle qui emprunte et c'est elle qui va du coup racheter ma société fille. Et là, c'est généralement le cas dont je parlais tout à l'heure, où on a un schéma, une société mère et sa société fille en dessous. On n'a pas forcément 3 sociétés, on en a que 2, mais parce que déjà dans ce cadre-là, on utilise l'avantage de la holding pour emprunter et rembourser via des dividendes non fiscalisés ou quasiment pas fiscalisés. Autre intérêt là-dessus, du coup, c'est que la filiale, elle, en termes d'endettement, n'a pas bougé. Vous avez racheté des titres de société, donc on a une filiale qui, elle, au niveau de ses comptes, n'est pas plus endettée et qui a toujours la possibilité de réinvestir pour des projets d'achat de matériel au niveau de la filiale. Je disais sur ces avantages financiers, c'est de faciliter la gestion de la trésorerie. Donc c'est le point que j'ai évoqué précédemment. Je fais de la gestion de trésorerie entre mes 2 sociétés, moyennant un intérêt. Et donc du coup, je n'ai pas forcément besoin de passer par des dividendes, je n'ai pas besoin forcément de faire moi des apports de trésorerie personnelle à une deuxième société que j'ai et qui a besoin d'argent. J'utilise la holding et je fais remonter la trésorerie d'une première société vers ma holding redescend cette trésorerie vers ma deuxième société qui a des besoins de trésorerie. Donc on a vraiment une optimisation là-dessus, toujours en vase clos, puisque du coup le dirigeant, entre guillemets, n'a pas besoin d'apporter de l'argent, n'a pas de fiscalité sur l'argent qui est sorti d'une société. Donc on est vraiment en vase clos, du coup, entre sociétés uniquement. Sur les avantages juridiques de la holding, le premier, c'est que ça peut permettre de faire entrer des investisseurs tout en gardant le contrôle de la filiale. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans un schéma, j'ai une société qui existe, si je veux faire entrer des investisseurs directement sur cette société. Ça oblige à valoriser la société et donc l'investisseur va devoir rentrer, s'il rentre à 10% d'une société, mais que cette société vaut 100 000 euros, par exemple, il va falloir qu'il rentre pour 10 000 euros et qu'il apporte 10 000 euros.
ça peut causer des soucis si on a un montant et une valorisation des parts très importante. Le fait d'avoir une holding, je peux créer une holding qui, à ce moment-là, va être détenue par l'associé existant et des nouveaux investisseurs. Et là, du coup, le ticket d'entrée, entre guillemets, dans cette société, c'est le montant du capital social. Et donc, on peut faire rentrer un investisseur à ce moment-là à 20 à 30%. Et on fait, du coup, à l'arrière, racheter par la holding les titres de cette société, où on les apporte aussi par la suite. Mais du coup, on peut avoir un coût d'entrée moins élevé pour un investisseur. L'autre avantage juridique, c'est ce qu'on appelle les opérations de cash out qui vont permettre aussi de se désendetter à titre personnel. Donc, j'ai des projets finalement à titre personnel, j'ai besoin de trésorerie, j'ai ma société d'exploitation, éventuellement à qui j'avais fait des emprunts à titre personnel, je dois rembourser. Finalement, je vais utiliser la holding, là dans une opération à ce moment de rachat par cette holding des titres que je détiens pour me désendetter à titre personnel, me récupérer de la trésorerie. Et donc, du coup, ça peut permettre une première fois de ce qu'on appelle purger la plus-value qu'on a et puis du coup de réinvestir via une trésorerie personnelle. Donc, on se rachète à soi-même sa société, mais parce qu'on a un projet d'investissement important à titre personnel et qu'on a aussi la possibilité, par le biais de certains régimes fiscaux, du coup d'avoir une exonération de plus-value quand même importante quand on vend les titres qu'on a à titre individuel et notamment quand on a été à l'origine de la création de la société. Donc la holding peut être aussi faite pour ça. C'est pour à un moment donné se dégager une trésorerie personnelle du coup pour faire des projets alors qu'on aurait du mal à se faire financer par la banque. Là, on va utiliser la société d'exploitation pour se dégager de la trésorerie. Voilà. C'est ce qu'on a, même sans parler de holding, des fois, sur des montages où vous avez des biens à titre individuel que vous détenez depuis longtemps, qui, par exemple depuis 30 ans, qui pour le coup n'ont plus de plus-value et n'ont pas de fiscalité sur la plus-value si on les revend, on peut se servir de ça pour les faire acheter par une société et on récupère l'argent à titre personnel sans fiscalité. Ce n'est pas de la holding. La holding peut arriver dans un second temps, mais c'est ces mécanismes-là de cash-out qui permettent finalement de réaliser le patrimoine qu'on a une première fois à moindre frais fiscal et on récupère de la trésorerie de titre personnel. Voilà pour la partie juridique et financière. Alors, on a une question de Damien. Quels intérêts sont appliqués lors de transfert de trésorerie entre sociétés de la holding? Alors, les intérêts appliqués, vous avez une base fiscale sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, le taux, je ne l'ai pas en tête, mais aujourd'hui, il faut savoir que ces intérêts sont assez faibles puisque c'est basé sur le taux de l'Euribor à 3 mois, qui est un taux qui aujourd'hui est proche de 0. On a eu par le passé des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus hauts, on était sur du 3, du 4%. Alors ça, il faut savoir que c'est le taux fiscalement admis. Donc vous pouvez à un moment donné dire les avances qui sont faites entre sociétés, je les rémunère par exemple à 1%. L'administration, elle, considère que le taux, par exemple, est à 0,25. Donc, quand vous allez calculer le régime fiscal, admettons que c'est la société fille qui prête à sa société mère, donc elle va passer des produits financiers basés sur 1% de taux d'intérêt dans sa comptabilité. Donc, on a un produit comptable de 1%, pas de souci. Et en face, au niveau de ma holding, j'ai une charge comptable de 1% d'intérêt. Dans ma holding, même si j'ai une charge comptable de 1%, sur l'aspect fiscal, elle ne pourra déduire qu'à hauteur de 0,25%. C'est ce qu'on appelle le taux fiscalement admis. Donc, soit on se base là-dessus et on sait qu'on ne va pas payer des impôts dessus et on fait le minimum admis parce que le but, c'est d'être dans les clous au niveau de la légalité et pas forcément d'enrichir plus la filiale. Soit finalement, on veut aller chercher plus d'intérêts financiers. Donc, on va augmenter le taux. On sait que ça nous coûtera finalement de la fiscalité, mais on pourra à ce moment-là récupérer plus d'argent dans la société qui a prêté la trésorerie. Alors Jordan, pour être considéré comme une holding, une société doit obligatoirement être sous le code NAF, donc 6420Z, donc sachant que c'est le code NAF des activités de société holding.
Alors, obligatoirement, il n'y a pas que le CONAF des sociétés holding, parce que le CONAF société holding, c'est des holdings purs qui ne détiennent que des titres de participation. La holding, c'est pour ça que je parlais des SARL ou des SAS en société commerciale. Vous avez une holding qui peut avoir une activité commerciale sur des refacturations de prestations de services. Ce n'est pas pour ça qu'elle ne sera pas qualifiée de holding. L'important, c'est pour ça qu'on parle de holding, notamment par rapport à la détention des titres et par rapport au fait qu'à un moment, on ait une notion de groupe avec une société qui détient les autres et la société mère, la société tête de pont et votre société holding. Là, le critère du CONAF est vraiment des sociétés qui n'ont vocation à être que ce qu'on appelle des sociétés passives qui vont que détenir des titres. Mais la société qui a des titres et qui en même temps fait des prestations de services parce qu'elle a du personnel dans son qu'elle emploie et qu'elle refacture aux autres, du coup, on n'est pas sur ce CONAF-là, mais ça reste une société holding qui détient des titres d'autres et qui, avec les pourcentages de détention qu'on a vus, peut du coup bénéficier du régime mère-fille ou de l'intégration fiscale. C'est pour ça que la société holding n'est pas liée qu'à un CONAF, elle est liée vraiment à une organisation du groupe telle qu'on l'a vu au départ, on va dire en triangle. J'ai une société tête de pont et j'ai des sociétés filiales qui sont en dessous. Alors, on a à nouveau une question de Daniel. Le siège social de la holding est en France. Peut-elle avoir un bureau annexe à l'étranger, donc louer un bureau et avoir une action dans un autre pays? Alors, il n'est pas interdit à une holding de détenir des titres de sociétés étrangères. Après, toute la question va être de savoir quelle est l'activité de cette filiale étrangère et la fiscalité entre les pays. Donc là, on arrive sur des fiscalités internationales. Ça mérite après d'être creusé pour bien définir les contours de tout ça. Et c'est tout pour cette partie. D'accord. Pas d'autres questions. Très bien. Maintenant que nous avons vu ces avantages fiscaux et l'aspect juridique et financier, comment va-t-on constituer notre fameux groupe de sociétés? Première possibilité, donc là, je suis dans un cas où j'ai besoin d'acheter des titres. Donc, on a vu qu'on peut, dans un premier temps, du coup, se servir de la holding et donc d'avoir une création d'une holding qui va derrière racheter les titres de la société cible, notamment pour l'aspect emprunt et souscription d'un emprunt au niveau de la holding. Donc ça, c'est effectivement notre première possibilité. Et donc, du coup, je vais, sinon, si ma filiale, par contre, n'existe pas, je suis toujours sur une société holding qu'on crée en premier. Et là, du coup, on constitue la société filiale. Alors, dans ce cas-là, c'est qu'on est vraiment dans une démarche à moyen terme, long terme, d'augmenter notre groupe finalement et de ne pas avoir forcément une seule filiale, mais d'en avoir plusieurs. Puisque on va certes bénéficier de la remontée de dividendes entre les deux sociétés, mais si ces dividendes-là qui sont dans la société holding ne servent pas à réinvestir et qu'on veut les prendre à titre personnel, vous créez une holding avec des frais de comptabilité, par exemple, pour uniquement récupérer l'argent à titre personnel derrière. Donc, vous n'avez pas d'économie fiscale parce que si vous récupérez l'argent de la société filiale dès le début, vous avez la même fiscalité. Donc, je vais avoir ce schéma-là, je démarre ma holding et je constitue ma filiale si j'ai vraiment une perspective à court terme d'augmenter la taille de mon groupe et de créer d'autres sociétés. Ça, c'était la première partie où je vais acheter effectivement et ma société achète. La deuxième possibilité, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'apport de titres. J'ai déjà du coup ma société et donc je veux partir sur ce schéma de holding et de groupe pour faire d'autres projets. Donc là, du coup, je vais constituer ma société holding et donc mes associés qui détiennent, moi qui détiens ma première société filiale, je vais apporter mes titres
à ma société holding. Donc, on fait un échange. Je laisse les titres de ma société filiale, ma société A, et je reçois en contrepartie les titres de ma société holding. Cette opération, on l'a dit, du coup, n'est pas fiscalisée. On bénéficie d'un report d'imposition. Je n'ai pas de transfert d'argent. Donc, l'administration dit, à ce moment-là, si vous avez une société que vous avez créée et quand vous la portez qui a une valeur de 100, donc j'ai une plus-value potentielle qui est de 100, je ne paierai pas de fiscalité sur ces 100. Par contre, au jour où la société revendra les parts, j'aurai la fiscalité qui arrive. Donc, je peux du coup utiliser cet apport pour me constituer un groupe en limitant la fiscalité, parce que là, je ne suis pas dans une volonté de récupérer de la trésorerie à côté. Je veux juste permettre d'utiliser la trésorerie que j'ai dans ma première société pour me constituer un groupe plus important et je bénéficie de ce régime d'apport de titres avec une fiscalité qui est différée. Voilà pour les manières de constituer le groupe du coup et de mettre en application la holding. Alors, on a une question d'Hugo. Peut-on immatriculer sa holding en zone franche et quelles sont les conditions et les avantages? Alors, immatriculer une holding en zone franche, oui. Par contre, quand on parle de zone franche, on a des notions quand même d'activité économique à avoir. Donc, on va pas forcément, c'est pas forcément parce qu'on aura une holding en zone franche qu'on va bénéficier des avantages fiscaux, notamment si c'est une holding passive, ça va être une holding qui n'aura aucune activité économique. Et donc, là, on n'aura pas d'avantages fiscaux et à l'arrière, je serais tenté de dire, on n'a pas forcément à avoir d'avantages fiscaux puisqu'on a le régime Murphy qui va nous faire une fiscalité limitée. Mais là, on va être gêné parce que cette holding est une holding passive qui n'a pas d'activité économique et donc on ne va pas pouvoir bénéficier des exonérations zone franche. Alors, Benoît, la société holding qui achète des titres de la société cible qui appartient à des personnes différentes, comment faire pour emprunter auprès de la banque pour acheter ces titres dans cette société cible existante? Apport ou pas, etc. Si vous êtes sur, si je reprends bien, vous avez la volonté d'acheter une société dont vous n'êtes pas associé aujourd'hui, qui est détenue par d'autres personnes. Et là, typiquement, on est sur le schéma, je constitue ma holding dont je suis associé. Et cette holding va aller voir la banque, va emprunter et donc va acheter les titres de la société dont vous n'êtes pas aujourd'hui associé. Là, on est typiquement sur le schéma d'optimisation fiscale où on a besoin de racheter une société dont on n'est pas associé. On va racheter les titres et donc pour éviter de s'endetter à titre personnel, je constitue ma holding et c'est cette holding qui va emprunter auprès de la banque pour acheter les titres de la société. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est les dividendes de la société qui est devenue la société fille qui vont remonter dans la holding et qui vont permettre de rembourser cet emprunt. Alors, une autre question de Jordan. Pour disposer du régime d'intégration fiscale sur un groupe de sociétés, faut-il en amont avoir prévenu l'administration fiscale ou ce régime est automatique dès 95% de détention? Alors non, le régime n'est pas automatique. La mise en place de l'intégration fiscale nécessite effectivement de réaliser des options. Donc vous avez tout un aspect administratif à respecter avec des lettres d'options à envoyer aux impôts qui sont faits par les différentes structures. Il faut déjà s'assurer que vos sociétés aient la même date de clôture. Si vous avez des sociétés avec des clôtures différentes, vous ne pourrez pas, il faut que vous les mettiez sous la même date de clôture. Et les options se font à chaque fois dans les mois qui suivent, dans les 3 mois qui suivent la clôture des comptes. Donc, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sociétés, vous achetez plusieurs sociétés, ce n'est pas forcément la première année dès l'achat que vous allez pouvoir mettre en place l'intégration fiscale. Elle intervient généralement au bout de la 2e année puisqu'il faut attendre d'avoir fait un bilan. Parce que si on achète une société qui est déjà en cours de bilan, on ne va pas pouvoir faire cette option-là, on aura dépassé les délais. Donc, on attend le bilan et là, on fait l'option pour le régime d'intégration fiscale avec du coup toutes les lettres d'option à faire auprès des impôts et tout le formalisme à respecter. Et là, effectivement, rapprochez-vous de votre expert comptable par rapport à ça parce que du coup, on est vraiment sur des conditions de forme et sans ça, on ne pourra pas bénéficier du régime d'intégration fiscale
ce n'est pas de droit. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si… Bon. Donc, j'ai dit au début, de toute manière, si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite ou des éclaircissements complémentaires, n'hésitez pas du coup à revenir vers nous. Vous avez du coup mon adresse mail qui apparaît à l'écran. On aura aussi un questionnaire qu'on vous fera parvenir sur justement les questions complémentaires que vous pouvez avoir. Donc voilà, je suis à votre disposition pour faire un rendez-vous, que ce soit téléphonique, si vous êtes dans la région de Bordeaux en présentiel. Alors, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je redonne la parole à Thibaut. Donc demain, vous allez recevoir, ou dans quelques jours, dans tous les cas, vous allez avoir le replay. Et il y a une personne qui a demandé si vous pouvez avoir la présentation. Vous aurez aussi la présentation. Oui, alors à condition, voilà, pour ceux qui se sont inscrits en tout cas sur le lien, où effectivement on a vos adresses mail, donc on vous les enverra, mais voilà, ceux qui ne sont pas inscrits via le lien, il faudra nous communiquer vos adresses pour qu'on puisse vous envoyer. Ouais. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Non, mais tu as été très clair, David. Bon, j'espère effectivement avoir été très clair et pas vous avoir perdu à l'inverse. Donc en tout cas, voilà, très bien. Parfait. On fera… Donc, dans le questionnaire de satisfaction, vous avez demandé quel autre sujet les participants aimeraient avoir la prochaine fois. Oui, tout à fait. Super. L'autre sujet ou des questions autres que vous avez qui ne sont pas forcément liées à la holding, mais à des investissements ou à votre activité professionnelle. Voilà, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous rappellerai pour échanger avec vous et puis on peut même se voir, comme je disais, pour ceux qui sont sur la région bordelaise. Super. Je vous souhaite de passer une excellente… Ah, il y a une question. Avez-vous une expertise en LMNP? Oui, tout à fait, oui, puisque c'était l'une des thématiques, enfin la thématique de notre premier webinaire sur justement le statut meublé professionnel non professionnel. Donc j'accompagne beaucoup d'investisseurs là-dessus. Donc n'hésitez pas à me poser, à m'envoyer un mail à ce moment si vous le souhaitez, et puis comme ça je vous recontacte pour parler de votre projet avec le plus grand plaisir. On a une petite question, si c'est encore temps, pas pour une dernière question. Oui, bien sûr, oui, je ne suis pas pressé. Donc, on a Sébastien qui nous demande, donc il y a un intérêt fiscal court, moyen ou long terme d'une holding pour une SCI? Oui, vous pouvez avoir un intérêt fiscal si vous avez, toujours pareil, d'autres projets derrière. Si c'est uniquement d'avoir une SCI et une holding, ça ne sert pas forcément à grand-chose de rajouter une strate complémentaire. Mais après, comme j'ai dit, vous pouvez avoir une holding qui détient une SCI. Et là, à ce moment-là, si cette SCI, à un moment donné, a fini de payer son emprunt et génère de la trésorerie, ben on peut tout à fait avoir un intérêt de passer par la holding pour investir. Un élément que je n'ai pas abordé aussi sur l'aspect holding, à moins de regrouper son patrimoine là-dessus, ça peut être aussi une question de transmission, puisqu'on a finalement une société qui détient tout son patrimoine et on peut du coup peut-être plus facilement transmettre son patrimoine à ses enfants par le biais de donation de parts sociales notamment. Donc, ce qui est plus simple à faire puisque chaque enfant a une égalité parfaite éventuellement de ce qu'on lui a transmis. Donc, voilà. Mais l'intérêt holding SI, il existe, mais il faut du coup qu'on soit sur des projets d'investissement derrière. Si on n'a qu'une holding et une SCI, on va avoir un intérêt limité. Une autre question. Pour l'acquisition d'une société étrangère, est-il préférable de créer une holding France ou à l'étranger, type SPV à Luxembourg, pour des raisons fiscales? Alors, là, la problématique qu'on a, c'est que si vous commencez à parler de créer une holding qui est au Luxembourg pour acheter une société étrangère, ça va être la notion de revenus et de rapatriement de l'argent en France et de la fiscalité qui peut intervenir. Donc, bon, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Mais c'est une question un peu entre deux, on va dire.
Ben non, a priori, c'était très clair, David. Bon, c'est bien. Alors, Voilà. Y a-t-il possibilité de faire le combo perso LMNP, holding, SCI, IMO? Alors bon, je te montre. D'accord. Alors, je ne dirais pas qu'on peut tout imaginer, mais aujourd'hui, notamment si on parle d'immobilier, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plusieurs outils différents. Il faut avoir à l'esprit que quand on parle de société holding, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une fiscalité qui est impôt sur les sociétés. La fiscalité impôt sur les sociétés, sur des reventes, et notamment des reventes de biens immobiliers, peut être désavantageuse par rapport à une détention personnelle d'un bien, ne serait-ce qu'en LMNP, qui là permet de bénéficier d'exonérations sur des plus-values ultérieures. Donc, à un moment donné, on va dire qu'on ne peut pas forcément tout avoir. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on parle d'holding et de fiscalité impôt sur les sociétés, avec, quoi qu'il arrive, un coût fiscal pour récupérer l'argent à titre personnel qu'on n'aura peut-être pas si on a le bien en LMNP à titre individuel. Donc, il faut faire attention du coup dans ce qu'on veut faire et sur le schéma global, puisqu'il y a aussi effectivement des conséquences fiscales par rapport à la fiscalité quand on parle d'immobilier. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder. Plusieurs choses sont possibles. Alors, on peut mixer les deux et il y a vraiment du coup un intérêt à faire à ce moment, un audit patrimonial, à regarder quel est votre patrimoine et surtout qu'est-ce que vous voulez faire sur du moyen long terme de ce patrimoine. Alors, l'objectif. Alors, y aura-t-il accès à un replay du webinaire? Bien sûr. Donc, je le transmettrai à Aurélie et vous l'aurez par mail. Ouais. Du coup, David, il y a Benoît qui va garder ton mail. Donc, c'est que tu as été très clair. Il y a Marceau qui avait. Donc, l'objectif de Marceau, donc, c'était la question pour savoir où créer sa holding à l'étranger ou pas. Et lui, son objectif, c'était de réduire sa fiscalité, diminuer sa fiscalité. Oui, mais même si la holding est à l'étranger, si vous rapatriez l'argent en France, on va avoir quand même un moment une question de fiscalité qui va s'opérer parce que le Luxembourg étant un pays à fiscalité privilégiée, entre guillemets, sur la liste un peu noire de l'administration, ça veut dire que quoi qu'il arrive, à un moment, le rapatriement de l'argent en France va entraîner une fiscalité. Moi, j'ai une petite question pour toi, David. Est-ce que tu t'y connais aussi très bien dans tout ce qui est les sociétés de marchands de biens? On intervient également pour nos clients parce que l'activité immobilière, aujourd'hui, on a des investisseurs qui font de l'immobilier locatif pour eux et qui font également des investissements en marchand de biens, généralement par la création de structures type SARL ou voire SAS, parce qu'on est sur des opérations à prix régulières. Donc oui, c'est un secteur d'activité que je connais effectivement, et si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas, je peux y répondre et étudier avec vous votre projet. Merci beaucoup, David. Parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser aller manger, passer une bonne soirée. Et donc, le prochain webinaire, ce sera en mars. Je ne sais pas la date exacte, mais on le prévoira très tôt pour que vous soyez au courant. Et pourquoi pas faire un webinaire sur l'activité de marchand de biens, qui intéresse aussi beaucoup de monde. Ouais, écoute, on va se pencher sur le sujet pour le mois de mars à ce moment-là. Quel teasing. Très bien. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce webinaire.